J'ai une super idée pour ta chaîne YouTube, la cornemuse. C'est un super sujet la cornemuse, mais en fait c'est méga compliqué. Moi je sais, la cornemuse ça vient d'Écosse. Ah, en fait pas tout à fait, ça vient pas trop d'Écosse. Ouais, l'Écosse c'est bien. Bon, apparemment la cornemuse ne serait pas d'origine écossaise, et ce n'est qu'un mythe. Je vous propose de découvrir ensemble son histoire. Voilà un énorme mais passionnant sujet que nous allons aborder ensemble. L'histoire de la cornemuse est bien plus ancienne et tumultueuse qu'on ne peut le penser. Les clichés véhiculés de nos jours sur de probables racines celtiques sont loin d'être fondés, même si, à l'heure actuelle, nous ne pouvons définir avec certitude les véritables origines de cet instrument. Pour réaliser cet épisode, j'ai énormément pris en référence le livre de Jean-Pierre Van Hesse, Cornemuse, à l'infini sonore. Ce livre est très complet et je ne ferai qu'exploiter la partie historique et organologique qu'il présente. Cependant, si après avoir visionné cette vidéo, vous souhaitez en apprendre plus sur cet instrument, comme ses différentes utilisations, doigtés et ressources musicales, que je n'aborderai pas ici pour une question de temps, je vous le conseille fortement. Pour tout vous dire, même en n'ayant utilisé que la moitié de ce livre de 400 pages, j'en ai tiré 21 pages de notes. De notes. Alors que d'habitude, il m'en faut que 2 ou 3. Nous allons donc aller à l'essentiel pour comprendre son histoire et je vais vous faire le résumé, tout en essayant d'être le plus complet possible. Concernant les techniques de jeu, il est vrai que je ne m'étendrai pas énormément sur le sujet. Cependant, il reste important de noter qu'elles sont bien plus compliquées qu'on ne peut le penser. Avec, par exemple, la maîtrise du son continu par le travail du musicien sur la poche, les différentes articulations possibles et ornementations sophistiquées, ainsi que le travail du doigté, et j'en passe. La cornemuse est un instrument soliste autosuffisant. Les grandes formations qui l'intègrent ne sont qu'un phénomène récent. Le terme de cornemuse apparaît au XIVe siècle dans les textes du polyphoniste français Guillaume de Machaut, parmi d'autres dénominations comme musette ou chevrette. Ce terme a traversé les siècles, tout comme son synonyme musette. Mais c'est au XXe siècle que l'habitude fut prise de désigner toute la famille des aérophones à poche sous le nom de cornemuse, tandis que le terme de musette déclina en popularité bien qu'étant apparu au XIIIe siècle. Et pourtant, cette famille qui comptabilise environ 150 instruments différents à travers le monde possède plusieurs appellations selon les pays et régions, comme gaïta du côté hispanique, zamponia en Italie méridionale, biniou en Bretagne, sambouna en grec ou mesoued en arabe tunisien. De nos jours, pour désigner et distinguer les différentes cornemuses, on utilise leurs noms historiques ou ceux qui leur sont attribués dans leur région d'origine, et ils ont souvent les mêmes racines étymologiques. Outre et tuyau avec sa plus vieille appellation datant de l'époque romaine, ascaoles venant du grec asco pour sac et aulos pour tube, mais aussi bagpipe dans les îles britanniques et sagpfeif en Allemagne. Chèvre et bouc évoquant le matériau utilisé pour la poche, comme en France avec cabrette pour l'Auvergne et cabretta pour le Limousin, ou encore boc pour bouc en Allemagne et gaïta en péninsule ibérique. Doud, qui, soit en polonais ancien signifierait poumon avec Dudelsack en Allemagne, devenu Dudelsack en néerlandais. Soit en turc traduit tuyau pour douda en Hongrie. Outris, le latin de outre, avec outriculus pour la Rome antique, ou machak au Rajasthan.
Symphonia qui signifie son uni en grec, avec Zamponia en Italie et Simpoi en Roumanie. Muse du latin musa avec musosac, mukofa, mukafu dans le Hainaut et Moselle, Moselle, Moselsac, Moselken dans les Flandres. Ceci est bien entendu qu'un échantillon de ces différentes appellations. Concernant la nomination française de ces musiciens, nous allons utiliser les termes de joueur de cornemuse ou joueur de musette. Il y a aussi la possibilité d'utiliser des terminaisons en is, ier ou heure, avec par exemple cornemuseur, sonneur, cornemusier ou encore musettiste. Les terminaisons en e seront utilisées de manière péjorative, comme cornemuseux, violonneux ou encore théâtreux. Pour qu'un aérophone soit nommé comme faisant partie de la famille des cornemuses, il faut que celui-ci comporte 3 critères minimum. Un tuyau d'insufflation ou porte-vent, un réservoir d'air ou poche, et minimum un tuyau mélodique. Le réservoir d'air, caractéristique essentielle de la cornemuse, assure le son continu. Il est une poche souple, d'origine animale, réalisée avec de la peau ou avec un organe étanche comme la vessie. À partir du XXe siècle, les facteurs réaliseront des modèles de poches en Gore-Tex, matière imperméable à l'eau mais laissant passer la vapeur, ou en caoutchouc. Nous pouvons détailler une première classification de la famille via le système d'anches des tuyaux et ou des bourdons. L'anche simple, comme la clarinette, pouvant être idioglotte en une seule pièce ou hétéroglotte en 2 pièces. Les anches doubles, comme le hautbois, et les hybrides recoupant ces 2 systèmes. Mais il y a aussi 2 exceptions avec des instruments à anches libres, comme l'harmonica, ou des instruments à membrane comme le kazoo. Dans ces 3 classifications, nous pouvons faire des sous-familles, avec le nombre de tuyaux et sa capacité de jouer ou non en polyphonie. Cependant, on préférera dire nombre de voix plutôt que polyphonie. Nous pouvons ainsi retrouver des cornemuses dites monocalames, ou à une voix avec uniquement un tuyau mélodique. Des cornemuses dites polycalames pouvant être à 2 voix avec un tuyau mélodique et un tuyau semi-mélodique ne comportant que 1 à 5 trous maximum. Ou à 3 voix pouvant aller jusqu'à 8 selon le nombre de bourdons rajoutés. Bourdons ne pouvant produire qu'une seule note par tuyau et allant jusqu'à 6 bourdons maximum. À ces classifications, nous pouvons aussi rajouter la manière dont sont mis ces tuyaux par rapport à la poche. Ils peuvent être monoxyles s'il y a plusieurs tuyaux taillés dans une seule et même pièce, indépendants s'ils sont montés séparément, conjoints s'ils ont une souche commune, la souche étant une pièce creuse qui protège les hanches et qui relie le tout à la poche. Au cours de l'histoire, la cornemuse eut plusieurs évolutions complexifiant ainsi sa facture, avec l'ajout de clés dont le record est de 56 clés pour la sordelline italienne en ivoire. Malheureusement non conservée, mais citée au XVIIe siècle dans l'inventaire du musée du savant milanais Manfredo Setala. Le système d'insufflation muni d'une valve anti-retour et servant à remplir la poche d'air par la bouche via tuyau se vit amélioré dès la première moitié du XVIe siècle. Et sur certains modèles, d'un soufflet utilisant le principe de l'orgue. Nous pouvons retrouver ce principe sur plusieurs instruments dont la cabrette auvergnate, utilisée ici par Dominique Paris, la personne qui m'avait aidé pour mon épisode précédent sur la vielle à roue. La classification de ces instruments reste une volonté récente, mais étant donné sa variété organologique ainsi que ses nombreux pays, la tâche reste compliquée. Je n'ai fait que vous citer quelques exemples de possibilités de classification qui ne sont pas forcément unanimes, car nous pouvons également ranger les cornemuses selon si elles sont monomélodiques, mono et semi-mélodiques, bimélodiques, trimélodiques, quadrimélodiques, ou encore avec les systèmes de doigté qui peuvent être fermés, semi-fermés, ouverts et couverts. Comme beaucoup d'instruments de musique, il est difficile, voire impossible, de définir avec précision les origines de cette famille. Plusieurs mythes urbains bien ancrés définissent les origines de la cornemuse comme provenant des Celtes. Cependant, on ne retrouve aucune documentation et témoignage sur ces instruments avant l'arrivée des Romains en Gaule et en Grande-Bretagne. Une autre hypothèse lui donnerait des origines indiennes, qui fut importée dans le bassin méditerranéen grâce aux différentes caravanes de l'Antiquité, puis diffusée par les Romains en Europe. Cependant, comme pour les Celtes, il n'y a aucune confirmation de ces faits. Les hypothèses les plus probables seraient celles de l'invention de la cornemuse à différents endroits et moments dans le monde, ou l'érosion d'une nappe originelle ayant été adaptée de manière différente selon les régions et les époques, créant ainsi différents îlots de tradition durant l'âge d'or de cette dernière, aux alentours du XVIe siècle.
Car en effet, chaque peuple possède et revendique sa propre cornemuse dont le modèle aurait été diffusé lors des déplacements de groupes de population. Cependant, il s'agit d'une vision récente cherchant à cataloguer un instrument selon une logique identitaire alors que, en réalité, un même modèle est souvent transfrontalier. Pour l'évolution de cette famille d'aérophones à poche, nous allons donc parler de générations. La première, ou du moins ses prémices, remontent probablement à l'Antiquité, mais elle reste encore qu'hypothèse face au manque de documentation et d'iconographie dû à la probable nouveauté de l'instrument à l'époque. Les excavations datables sont également inexistantes du fait de leur matière en peau et bois tendre ou en roseau. La conservation reste compliquée. À ce jour, le plus ancien fragment conservé et certifié date d'environ 600 ans. Le tout premier stade qui a pu amener la création de la famille des cornemuses serait l'utilisation du souffle continu ou respiration circulaire, pratiquée bien avant l'Antiquité, avec, par exemple, le didgeridoo des aborigènes d'Australie. À savoir que le didgeridoo ne peut être considéré comme précurseur de la cornemuse, mais plutôt comme témoin. En 2700 avant Jésus-Christ, on retrouve des représentations dans des peintures murales de l'Égypte ancienne d'une double clarinette à roseau appelée mat ou mémet. En Grèce antique, l'aoulos à ange double, qui se jouait plus souvent par paire et qui s'utilisait avec la technique du souffle continu, accompagnait les rites religieux et sociaux. Cet instrument était également utilisé dans la Rome antique sous la nomination de tibia. Les premiers documents mentionnant l'existence d'une première génération de cornemuses en Europe datent de l'époque de Néron durant le premier millénaire, avec les épigrammes de Marcus Valerius Martialis, où il évoque un instrument qu'il nomme askaoles, du grec askaulos signifiant sac tuyau. Diochrysostomos affirme que Néron pouvait jouer de l'aoulos tout en soufflant avec sa bouche, et aussi en pressant avec le coude un sac placé sous celui-ci, de manière à ce qu'il évite le défigurement d'Athéna. Nous pouvons donc imaginer l'ajout à l'aoulos d'un premier réservoir réalisé en vessie d'animal naturellement étanche, comme ces modèles encore utilisés de nos jours avec la tsabounaki en Grèce. Mais l'utilisation d'un réservoir plus grand en peau entière d'animal est nommée outre, outris, utriculus, utricularius ou utricularium, qui est le nom latin de la cornemuse, est également tout à fait possible, comme on peut le voir avec le modèle supérieur de la tsabounaki, la tsambuna. D'autres stades d'évolution de ce réservoir d'air externe, avec des cornes ou des calebasses en guise de récipient, ont pu être constatés, comme c'est le cas pour l'alboka, une double clarinette des Pays Basques, ou le ulutse de la province de Yunnan en Chine que je vous ai déjà présenté dans un de mes premiers épisodes. Même si nous retrouvons peu d'iconographie représentant l'instrument à cette époque-là, on peut supposer que les cornemuses de première génération se seraient diffusées dans le bassin méditerranéen et en Asie mineure durant l'époque romaine. Avec la chute de Rome au 5e siècle, l'instrument pourrait avoir disparu en Occident, car il n'existe plus aucun document relatant son existence et nous permettant de faire le lien avec le Moyen-Âge. Cependant, on retrouve des traces de présence de cornemuses bimélodiques à l'apogée du monde arabe sous les Abbassides, cette civilisation ayant acquis certains éléments de la culture gréco-romaine. Selon Al-Shalahi, étudiant arabe du XIIIe siècle, les chrétiens auraient emprunté aux arabes l'albouk et les espagnols l'auraient renommé albongo, qui n'est autre qu'une nomination ancienne de la cornemuse avec le mot bodégon qui signifie outre. Tout comme le mot mesoued, désignant en Afrique du Nord la cornemuse, aurait pu inspirer le terme français de musette ou moiselle et mouiselle en flamand. Par exemple, le terme de mousa apparaît environ à l'an 900 dans les traités Epistola de Harmonica Institution de l'abbé bénédictin Regino de Prum. Et les iconographies révèlent dès le XIe siècle une nouvelle génération de cornemuses monocalames. Le Moyen-Âge peut être considéré comme le premier âge d'or de la cornemuse. Nous allons retrouver beaucoup plus d'iconographie et de textes mentionnant l'instrument. C'est également à partir de cette époque que l'on commence à retrouver quelques rares excavations archéologiques de restes de cornemuse, étant donné que maintenant les tuyaux sont fabriqués en bois dur, ce qui permet une meilleure conservation. Le plus vieil exemple certifié est un tuyau mélodique en bois sculpté retrouvé à Bleia en 1907 et daté fin XIIIe, début XIVe siècle. Il se trouve actuellement au Fries Museum de Leeuwarden aux Pays-Bas. L'apparition des bourdons daterait entre le XIIe et XIIIe siècle. Mais il faudra attendre la moitié du XIIIe siècle
pour retrouver un témoignage solide, confirmant l'existence de ces derniers via la pièce de théâtre écrite par le trouvère Adam de la Halle dans son œuvre Jeu de Robin et Marion, avec la citation de Robin. « Attends, j'irai pour le tabour et pour le muse au Grand Bourdon ». Niveau facture, on commence à trouver des instruments avec une poche de cuir en forme de col de cygne et couverte de tissus ornementaux. Le roseau est gardé essentiellement pour la fabrication des anges qui sont principalement simples. Mais au XIVe siècle en Europe occidentale, on adaptera le principe du hautbois médiéval à ange double à l'instrument à poche. Les formes d'instruments monoxyles apparaîtront comme nous pouvons le retrouver chez la boa, cornemuse des Landes Gascogne. Plusieurs documents et iconographies attestent que l'instrument était pratiqué aussi bien dans le bas peuple, avec des représentations de bergers paysans, musiciens ou de ménestriers animant les fêtes villageoises, qu'à la cour ou lors des cérémonies religieuses. En effet, les ménétriers s'associant pour créer une confrérie d'entraide mutuelle finissent par se faire reconnaître par les instances civiques et religieuses. Le métier devient ainsi reconnu et protégé, leur permettant d'assurer la musique durant les fêtes et offices religieuses. Et dans l'iconographie, il n'est pas rare de retrouver la cornemuse illustrée dans des scènes de nativité, ainsi que pratiquée par des anges et des diables. Plusieurs représentations montrent également l'instrument dans les mains de rois et de seigneurs, contrairement à une idée reçue confinant l'instrument dans les seules couches populaires. Durant la Renaissance, l'Europe occidentale et centrale sont considérées comme le berceau des innovations, amenant ainsi la deuxième génération. C'est à partir de cette époque que nous pouvons constater l'ajout de 2 ou 3 bourdons supplémentaires au grand bourdon médiéval, mais également l'utilisation beaucoup plus fréquente de clés permettant de développer l'ambitus sonore. La cornemuse est d'ailleurs le premier aérophone à utiliser un système de clés élaboré, car ce concept fut appliqué aux autres instruments avant que 200 ans plus tard avec l'avènement de la flûte moderne de Théobald Bohème. Les matériaux de base se développent avec du cuir tanné et cousu plus solide et plus confortable au niveau de la poche, ainsi que l'utilisation du métal, de la corne, de l'os et de l'ivoire sous forme d'anneaux ou d'incrustations pour décorer ou renforcer les tuyaux. L'ajout d'un soufflet sera suggéré vers 1505 par Léonard de Vinci dans le Codex de Madrid de 1503 ou 1505 et amorcera par la suite l'avènement d'une troisième génération de cornemuses très élaborées pouvant comporter jusqu'à 8 tuyaux sonores, avec par exemple le fagotus, la sordeline ou encore la musette baroque. Des familles entières de cornemuses de différentes tailles voient le jour et sont accordées entre elles en octaves, quartes ou quintes, avec de grands aérophones à poche permettant de jouer la basse. Elles sont aussi souvent associées au hautbois, très populaire à l'époque, également visible de nos jours en Italie méridionale avec 2 empognes, dont une basse 2 fois plus grande que la normale, associée à au moins 2 hautbois. Beaucoup d'instruments de cette deuxième génération sont actuellement joués, comme la piole-mort ou la lowland pipe. L'instrument est encore très populaire, voire omniprésent, dans les animations de tavernes, les danses des cours de châteaux et d'hôtels de ville, et les festivités religieuses, comme le prouvent de nombreuses archives et iconographies d'époque. En France, elle anima le bal à la cour de Valois et aussi des princes allemands et polonais comme Siegmund II Auguste. L'écart entre la noblesse et le peuple se creuse suite aux guerres incessantes. Ainsi, d'anciens ménestrels pratiquant l'instrument se retrouvent vagabonds et mendiants après avoir perdu leurs acquis sociaux. En 1550, en France, apparaît une nouvelle musette à 4 bourdons monoxyles proposant un encombrement moins important et un timbre adouci. Elle est citée en 1596 durant un inventaire de la cour du roi Ferdinand II de Tyrol comme une musette à bourdon monoxyle dotée d'un soufflet et elle est toujours conservée au château d'Ambras près d'Innsbruck. C'est d'ailleurs la plus ancienne musette conservée. Cette musette à bourdon monoxyle, dont la présence en France est attestée dès 1551 grâce à l'iconographie, sera utilisée pendant plus de 200 ans dans la musique savante. Elle prendra ainsi une place importante depuis le milieu de la Renaissance jusqu'à la fin de l'époque baroque. C'est en 1670 que le facteur français Martin Haute-Terre améliore la musette à bourdon monoxyle avec l'ajout d'un tuyau mélodique plus petit nommé petit chalumeau, servant à augmenter la tessiture de l'instrument et de jouer 2 voix distinctes, ce qui donnera naissance à la musette baroque.
et c'est sous cette forme qu'elle sera utilisée pendant toute la période baroque française. La musette baroque comporte alors pas moins de 8 tuyaux sonores et au XVIIIe siècle, certains modèles se voient rajouter un troisième tuyau mélodique. L'utilisation de bois durs exotiques comme la grenadille apparaît, mais la majorité se retrouve fabriquée en ivoire. De nombreux compositeurs intègrent l'instrument comme Jean-Baptiste Lully, André Campra et Jean-Philippe Rameau. En France, entre 1730 et 1735, la musette est l'instrument mélodique pour lequel on compose le plus. Elle est, avec le violon et la flûte traversière, un des 3 instruments mélodiques pour lesquels on a le plus édité de musique pendant la période baroque, et plusieurs membres de la famille royale française et allemande d'Anjou, ainsi que l'aristocratie et la bourgeoisie. C'est alors l'apogée de cet instrument. Cependant, la facture compliquée, la noblesse des matériaux et son prix élevé transforment l'instrument comme un outil professionnel de haut rang. Il devient donc inaccessible aux ménestriers qui préfèrent alors rester aux anciens modèles. Les quelques musiciens de musette baroque sont donc tout de suite mis au rang de concertistes. En 1713, Louis XIV ouvre une académie royale de danse puis de musique, provoquant ainsi la déchéance du statut de ménétrier. Mais en 1760, le succès de la musette baroque diminue face à l'arrivée de la musique classique, demandant plus de changements de nuances en cours de jeu. Bien que cette dernière peut produire des nuances piano et forte, elle se retrouve alors peu apte pour jouer ces nouveaux changements dynamiques. Les musiciens classiques mettent également de côté l'utilisation des bourdons ainsi que le principe du son continu. Elle quitte ainsi les rangs des orchestres symphoniques alors qu'elle avait été, dès sa création, très appréciée pour son timbre et sa qualité. Cet instrument, au même titre que le clavecin, la viole de gambe et la vielle à roue, disparaît de la scène musicale et se transforme en pièce de collection peu à peu oubliée. L'opéra Les Paladins de Jean-Philippe Rameau est apparemment la dernière œuvre où la musette est intégrée au sein de l'orchestre symphonique. Malgré ce déclin, la cornemuse continue à être jouée dans le peuple en animant danses et noces, cortèges et cérémonies dans certaines régions de France et dans l'Europe entière. Ce sont alors les modèles les plus anciens à la musette qui sont conservés et pratiqués par les cornemuseurs de l'époque. Au niveau de la matière, l'essence exotique d'ébène ou de bois de rose remplace souvent les matériaux traditionnels en buis ou bois fruitier. Les travaux précédents, apportés par la musette baroque et la sordeline, aident à améliorer les cornemuses traditionnelles. Avec l'ajout de soufflets et la diminution des tuyaux encombrants en utilisant le principe de perce recourbée en forme de S, comme c'est le cas avec les cornemuses nommées Bock en Allemagne et Autriche. Au XVIIIe siècle, dans les îles britanniques, des excellents et féconds facteurs d'Édimbourg, Dublin, Newcastle et Londres donnent un nouveau souffle à ces instruments avec un niveau remarquable. Cette nouvelle évolution dure tout au long du XIXe siècle, et c'est d'ailleurs au milieu de ce même siècle que le pium mort obtint un regain d'intérêt. Suite à la grande famine irlandaise de 1845, une importante vague d'émigrants se retrouve aux États-Unis avec leur culture aussi bien musicale qu'instrumentale. Ainsi, à Chicago, la Willian Pipe eut également un grand élan d'intérêt. En Écosse et Irlande, dès le Moyen-Âge, la cornemuse est utilisée pour soutenir le moral des guerriers sur les champs de bataille, ce qui donna, vers 1850, la création de pipe bands qui donneront au pium mort des Highlanders sa célébrité actuelle allant même jusqu'à éclipser les autres cornemuses du monde. Et pourtant, c'est une belle revanche pour cette cornemuse écossaise qui, un siècle plus tôt, avait été interdite par les Anglais après la défaite de Charles Edward Stuart, prétendant à la couronne anglaise et écossaise lors de la bataille de Culloden le 16 avril 1746. Du côté français, la cornemuse reste quand même populaire au sein du peuple, avec la survivance de différents types de cornemuses antérieures à la musette baroque, dans les Landes, en Auvergne, etc. Malheureusement, l'industrialisation permettant de créer de nouveaux instruments en série, comme les cuivres à piston ou les accordéons, sonne un nouveau glas pour notre aérophone. La musique à bourdon, considérée comme un style ancien, s'efface de plus en plus en Europe,
et elle n'est jouée que par quelques musiciens vieillissants. Cependant, elle arrive à survivre dans quelques pays dont la société rurale et traditionnelle est préservée. L'instrument devient ainsi un symbole régionaliste. Notre capitale parisienne, avec sa communauté d'émigrés auvergnats, demeure néanmoins détentrice d'une tradition de cornemuse ininterrompue depuis le Moyen-Âge. La fusion entre une cornemuse du Massif central avec la facture de la musette parisienne donne naissance à un nouvel instrument avec un seul petit bourdon conjoint parallèlement au tuyau mélodique et donnant la nouvelle musette nommée alors cabretta pour rester dans le langage de l'Auvergne. D'ailleurs, pour la petite anecdote, la cabretta ou anciennement musette donne son nom au bal musette et à la musique d'accordéon parisienne. Durant la Première Guerre mondiale de 14-18, les poilus jouent de la cornemuse dans les campements et camps de prisonniers. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur les instruments de cette guerre de 14-18, je vous renvoie à une de mes vidéos traitant du sujet. Du côté combattant écossais, les Pipers meurent sur le front en jouant de la cornemuse à la tête de charge où l'ennemi ne fait aucune distinction entre musiciens et soldats. Lorsque les Américains viennent en renfort, ils apportent avec eux le jazz et les fournisseurs de denrées alimentaires argentins le tango. Ils créent ainsi, en Europe, un fort engouement pour ces styles, ce qui marque un troisième déclin pour notre cornemuse déjà bien mal au point. Elle se retrouve ainsi uniquement préservée dans les sociétés dont les traditions ancestrales ont été préservées avec les dialectes et les costumes. La cornemuse devient ainsi une sorte de dinosaure musical essentiellement folklorique. Son prestigieux passé se fait oublier peu à peu et elle n'est plus que pratiquée par le petit peuple. Et la Seconde Guerre mondiale n'arrange rien les choses, en participant à la dégradation des cultures traditionnelles se retrouvant uniformisées et avalées par les mœurs de la capitale française. À l'étranger, avec l'occupation nazie, la Pologne se retrouve dans l'interdiction de jouer de ces instruments pouvant représenter la culture polonaise. En Italie, il est dorénavant interdit de jouer de la cornemuse lors des rassemblements, et les facteurs créent des petites zampognes pouvant être cachées facilement. Ainsi, malgré un passé glorieux, la cornemuse disparaît du paysage musical européen, mais reste cependant une icône des musiques militaires des régiments écossais. Heureusement, en 1940, une poignée d'irréductibles bretons régionalistes constitués de Polygue Monjarret, Loès Ropard, Bernard de Parade collectent les mélodies et témoignages musicaux des campagnes bretonnes pour les mettre en valeur tout en jouant sur les origines celtiques. En important le pipe band d'Écosse et en y mêlant la bombarde, ils créent ainsi les nouvelles formations de bagad qui se développent en une douzaine d'années, allant jusqu'à plusieurs centaines de formations regroupant près de 10 000 musiciens. Ce qui contribua à la naissance de la musique celtique, à l'instar du jazz et du rock, et développa par la même occasion le mythe des origines celtiques de cet instrument. Parallèlement, en 1950 en Belgique, Jacques Lody, un des fondateurs du journal Tintin avec Hergé, ressuscite les traditions éteintes grâce à la reproduction de cornemuses flamandes d'après les tableaux de Peter Bruegel. Suivi par Hubert Boone et Rémi Dubois qui font des reproductions de musées et d'instruments plus pratiqués depuis les années 30. Ces travaux ont inspiré Bernard Blanc, veilleur cornemuseur français, dont une collaboration dans les années 1970-1980 amena de nouveaux instruments mêlant tradition et modernité et contribua au succès de la musique folk. Le mouvement folk des années 60-70 donne donc un nouveau souffle à ces musiques et danses traditionnelles, créant ainsi des mélanges d'instruments. D'ailleurs, le célèbre air Amazing Grace, provenant d'un cantique américain de 1835, devint un classique incontournable de la cornemuse des Highlands suite au succès discographique de la reprise de 1972 réalisée par le pipe band de Royal Scot and Dragoon Guard. Mais comme l'air de Scotland the Brave, tout aussi populaire, ces deux morceaux ne se prêtent pas au jeu de l'instrument. Les musiques ont dû être adaptées pour être jouables à la cornemuse. De nouveaux matériaux pour le procédé de fabrication voient le jour avec par exemple pour la poche l'utilisation de caoutchouc provenant de chambres à air, cependant pas très bien adaptés à cause de différents problèmes de moisissure. Mais également l'utilisation du Gore-Tex, plus adapté que le caoutchouc pour la poche, ou l'utilisation des hanches en plastique ou en fibre de carbone donnant une nouvelle sonorité. En 1995 en Espagne, José Ángel Hevia, Alberto Arias et Miguel do Pico créèrent le premier prototype électronique basé sur des ressources de cornemuse sous forme d'échantillonneur et ne nécessitant pas de souffle, la Gaita MIDI.
Toujours en 95, on crée un nouveau modèle de cornemuse utilisant le principe de membrane comme le kazoo, mais elle a été très vite reléguée au rang d'instrument de bricolage ou simplement pour enfants. Petit instant point culture, saviez-vous que la cornemuse résonne même tout là-haut, dans l'espace? En effet, en Bulgarie, elle est un instrument traditionnel, populaire, valorisé par l'État. C'est en 1977 que l'enregistrement d'un duo de chant avec Valia Balkanska, avec Dafo Trendafilov, fut envoyé dans l'espace à bord de la sonde Voyager 1 comme témoignage musical de l'humanité. Et c'est au XXIe siècle que la cornemuse reste plus vivante que jamais, grâce aux acquis de ces dernières décennies. Et d'ailleurs, vous avez été nombreux à me la réclamer. Elle attire tout style de musique et toute tranche d'âge. Elle existe à nouveau dans pratiquement chaque pays européen et d'Amérique du Nord, avec des rencontres entre cornemuseurs. Certaines paroisses du Portugal et d'Asturies accompagnent leur liturgie d'église avec de la cornemuse. Dans l'Himalaya, la statue de Shiva est portée chaque année à sa résidence d'été, aux sources du Gange, au son de la cornemuse écossaise, adoptée par les Indiens lors des colonies britanniques. Le mezoued est très populaire en Tunisie comme la musette. Le pieuvre mort écossais s'est implanté dans de nombreux pays avec le port du kilt et le pailleband. Sur Twitter, je vous ai demandé quels étaient vos groupes préférés actuels utilisant la cornemuse, et vous avez été d'ailleurs nombreux à me répondre. La chanson It's Long Way to the Top du groupe AC/DC, il y en a également dans I'm Shipping Up to Boston de Dopey Murphys. On retrouve la cornemuse dans le groupe Corvus Corax, groupe rock néo-médiéval allemand que j'affectionne particulièrement et que j'ai vu plusieurs fois en concert. Toujours dans les groupes allemands que j'aime beaucoup, Faune, qui font de la musique pagan folk médiévale, un peu moins brutale que le dernier. Encore un autre groupe avec Saor Patrol, principalement instrumental et provenant de l'Écosse. Plus connu, Helvétie est un groupe de folk metal suisse. Dans nos groupes français, il y a l'excellent groupe Selkilt qui utilise la cornemuse. Toujours en français, qui fait appel à notre nostalgie avec la tribu de Dana, Mano. Un petit groupe français pas très connu, mais qui me suit depuis mes débuts, Pendu, qui fait du rock ska celtique. Et bien sûr, sans oublier nos groupes traditionnels français comme l'excellent Trian ou encore Malicorne. C'est bien sûr qu'une toute petite liste par rapport à tout ce que j'aimerais vous citer, mais cela vous donne déjà une idée de l'utilisation de la cornemuse aujourd'hui. Et je peux dire par la même occasion que ma communauté a très bon goût. La cornemuse a eu une vie très compliquée, passant par de forts pics de popularité à un oubli quasiment total durant une certaine période. Heureusement, nous avons eu quelques sauveurs sans qui cette tradition aurait malheureusement pu s'éteindre. Mais maintenant, je ne doute pas une seconde que cet instrument retrouve un nouvel âge d'or. Je remercie encore fortement Jean-Pierre Van Hess pour m'avoir donné l'autorisation d'utiliser ses recherches ainsi que pour avoir corrigé mes écrits et interprétations. J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu et qu'il aura permis de démystifier certaines légendes plutôt tenaces sur cet instrument. Et en attendant un prochain épisode, moi je vous dis à la prochaine et que la musique soit avec vous.